Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Rock, qui est consultant en référencement web et plus particulièrement sur le CMS WordPress. Il est l'auteur du livre Optimiser son référencement WordPress, donc vraiment pertinent, mais très très pertinent pour chacun des auditeurs. Il est aussi conférencier et auteur du blog SEOmix.fr, l'une des références sur le SEO et WordPress en France. Alors la première fois que j'ai connu Daniel, c'était au WordCamp 2013 où il faisait une conférence sur le référencement web appliqué à WordPress. Évidemment, ça m'avait déjà impressionné, mais c'est surtout au WordCamp Paris 2014 où là je me suis dit mais c'était un atelier. Et là, en plus de ses compétences, il a montré sa personnalité et ça m'a vraiment accroché. Donc, à la fin, je lui ai proposé de faire une interview avec nous et c'est pour ça que j'ai le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Daniel, si tu veux bien te présenter personnellement d'abord et puis après, parler un peu de ton parcours professionnel avant qu'on se lance dans le bain. Pas de souci. D'abord, merci. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Merci pour les compliments du début. Ça fait toujours plaisir. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Daniel Rock. J'ai 28 ans. J'habite à Nantes. Je suis marié. J'ai une petite maison. Bref, tout va bien dans le meilleur du monde. Voilà. Je suis passionné du web depuis des années et des années. Ce qui fait que d'ailleurs maintenant je suis au niveau professionnel, je me suis mis à fond dedans et que je me spécialise aussi sur WordPress qui on va dire est vraiment un outil que j'adore et avec lequel j'aime beaucoup travailler. Donc voilà après pour ma présentation on va dire personnelle. Au niveau professionnel donc je suis maintenant en EURL. J'étais avant auto-entrepreneur avec le blog SEOmix. Et en fait, l'activité a très bien marché et donc j'ai commencé à basculer de statut. Et donc au niveau de SEOmix, pour vous présenter un petit peu, donc à la base c'était un simple blog de test qui était fait pour voir comment marchait WordPress, faire des tests de référencement naturel. Et puis je me suis rendu compte que non seulement j'aimais écrire, mais qu'en plus WordPress c'était un très bon outil. Et de fil en aiguille, le blog en fait a pris vraiment de l'importance et c'est devenu mon activité professionnelle à part entière. Voilà. Après, au niveau de mon parcours juste préalable, on va dire que rien ne me destinait à faire ce type de métier puisque j'ai fait des études en LEA, donc langue étrangère appliquée, donc plutôt être dans le commerce international ou plutôt être traducteur, donc rien à voir. Après j'ai basculé en école de commerce et en fait c'est par mon réseau professionnel que de fil en aiguille j'ai été amené à gérer le site internet d'un de mes premiers jobs en fait. Et après donc j'ai suis vraiment tombé dedans et j'ai fini vraiment en tant que consultant WordPress et consultant en référencement naturel. Ok. Alors, par curiosité, c'était quoi comme langue que tu étudiais? Anglais, espagnol uniquement. Ok, super. Alors Daniel, ce que je te disais tout à l'heure en introduction, c'est que ça va être un petit peu frustrant pour moi parce que tu as beaucoup de passion, tu as l'entrepreneuriat, tu as les langues, je suis sûr que tu aurais plein de choses. Moi, je suis passionné de langue, tu aurais plein de choses à me dire. Et évidemment, tu as WordPress et le blogging. Mais aujourd'hui, on va rester vraiment sur WordPress et je te remercie d'être là. On aura l'occasion peut-être une prochaine fois de faire une autre interview. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que je vais te lancer sur les 3 piliers du SEO, comme tu le présentes dans ton livre, qui sont le contenu, la structure et le code source et les liens. Donc, le contenu pour un blogueur, juste rapidement, c'est vraiment ce qu'on écrit, ce qu'on publie, les médias qu'on met à disposition sur notre site pour les autres. La structure et le code source, tu fais plus référence au site, à WordPress, au CMS, aux plugins, tout ça, et les liens externes. Donc voilà, c'est une petite introduction pour ceux qui s'y connaissent pas trop, mais maintenant, vas-y, lance-toi. Est-ce que tu peux présenter un peu, un par un, d'abord, le contenu, par exemple? Les grands principes. Voilà, les grands principes, en respectant la règle des 20-80, c'est-à-dire si on ne pouvait y dédier que 20% de notre temps, quels sont les 80% de output qu'on pourrait récupérer? Par rapport au contenu, il y a une règle de base, d'ailleurs qui n'est pas spécifique à WordPress, qui est vraiment pour tous les CMS, c'est se poser la question, est-ce que mon contenu répond à un besoin? C'est vraiment la base de la base, c'est-à-dire de se dire, quand je vais publier un contenu, est-ce que réellement ça va répondre à un besoin de l'internaute, quel qu'il soit? Et surtout, est-ce que je donne une plus-value par rapport aux autres contenus qui traitent du même sujet?
C'est-à-dire qu'on retrouve, je prends l'exemple des blogs de référencement naturel. On va avoir un changement d'algorithme par exemple de la part de Google et tous les blogueurs vont faire un article dessus. Et le problème c'est qu'on va en lire un, on va apprendre des choses, on va lire un deuxième, bon, finalement on retombe sur les mêmes choses, puis un troisième on retombe sur les mêmes choses et ainsi de suite. Donc se dire c'est qu'il faut créer du contenu unique. Mais surtout, il faut vraiment que ce contenu ait un intérêt. C'est-à-dire créer du contenu pour créer du contenu, ça ne sert à rien. Il faut vraiment se dire, quand je vais créer ou je vais parler de cette thématique, qu'est-ce que recherche réellement l'internaute et qu'est-ce que je peux faire de mieux ou qu'est-ce que je peux faire de différent des autres blogs ou des autres sites. Et c'est là en général qu'on va vraiment tirer son épingle du jeu et c'est ce genre d'article qui va vraiment fonctionner de manière optimale, que ce soit en référencement, que ce soit en termes de notoriété, que ce soit si jamais on cherche à avoir des clients pour en avoir de nouveaux clients et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la règle de base des contenus. D'accord. Alors, Daniel, l'une des frustrations qu'ont la plupart des blogueurs, c'est que parfois, mais on le pense sincèrement, on se dit mais notre contenu il est génial, j'ai vraiment passé 5 heures dessus. Pourquoi j'ai pas de trafic? Qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce qu'il y a des erreurs communes que répètent tous les débutants? Alors non, et d'ailleurs c'est marrant comme remarque parce que on l'a tous, c'est-à-dire que des fois on publie un article, on est très content de soi et on se rend compte qu'il y a très peu de retombées, et l'article d'après dont finalement on est beaucoup moins satisfait va très bien fonctionner. Donc c'est frustrant, il n'y a pas forcément d'explication des fois. Après il y a des pistes des fois qui peuvent nous aiguiller. Tout simplement par exemple la manière dont on le publie, c'est-à-dire est-ce qu'on va le diffuser suffisamment dans notre réseau, et est-ce qu'on le diffuse au bon moment. Par exemple, vous pouvez faire le meilleur article du monde, si vous le diffusez à 1h du matin, il aura beaucoup moins d'impact que si vous vous adaptez à l'heure à laquelle votre cible va se trouver en train de consulter ses mails, en train de consulter ses réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc en fait, il y a ce premier critère, et ensuite le deuxième critère, c'est la taille de son réseau. C'est-à-dire que on peut faire un excellent article, quand on lance son blog, même s'il est excellent, il va pas très bien marcher. Et en fait, c'est à partir du moment où son site, on va avoir un réseau professionnel ou personnel qui gravite autour de ce site internet, et bien tout de suite, ça va être relayé beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus importante. Donc le réseau a énormément d'importance. Super, merci. Concernant les mots-clés, tu sais, surtout pour les débutants, quand on n'a pas encore d'audience, ce qu'on aime, ça nous rassure de se dire, on va écrire un article concentré sur quelques mots-clés, et puis on va mettre pas mal de mots-clés, on va faire attention à la densité de mots-clés, tout ça. Est-ce que tu conseilles cette approche-là qui est de partir d'aller sur le keyword tool qui a changé, qui est plus difficile à utiliser maintenant, qui est de dire, je vais viser ce mot-clé-là, je vais mettre plein de mots-clés sur les H1, H2, H3 pour vraiment optimiser l'article pour ce mot-clé-là. Est-ce que c'est une approche qui est encore pertinente? Alors, oui et non. En fait, le problème, alors déjà, juste par rapport à la dernière partie de ce que tu viens de me dire sur l'ajout des mots-clés, il faut faire très attention à ça, dans le sens, effectivement, en tant que référenceur, quand on crée un contenu, on optimise l'URL, la balise title, le contenu des textes, les titres H1, H2, H3, on va l'optimiser, mais il faut toujours rester naturel, c'est-à-dire que je conseille toujours aux gens avec qui je travaille et qui font des contenus, d'écrire l'article comme si le référencement n'existait pas. De se dire, on parle d'une thématique, donc on parle même pas d'un mot-clé, mais d'un sujet, on va dire, et on va essayer de le traiter de la manière optimale. Après, on repasse dessus pour l'optimiser en référencement, mais on va dire que c'est secondaire. Enfin, dans l'approche qu'on a. L'idée, comme j'ai dit au tout début, on répond à un besoin. Après, le problème de se dire, je vais prendre tel mot-clé, je vais écrire dessus, c'est que des fois, on choisit très mal son mot-clé. Et des fois, c'est tout bête, mais on va avoir juste un synonyme qui va être 10 fois plus utilisé par les internautes. Et là, c'est juste dommage, en fait. Donc, malheureusement, on est obligé de passer par des outils de mots-clés. Alors, il y en a plein. Il y a le Keywords Ad Planner de Google, mais on peut trouver d'autres outils comme vous avez SEMrush, Ubersuggest aussi, qui sont des bons outils qui vont permettre de savoir, en fait, qu'est-ce que tapent les internautes et de pouvoir ensuite se dire, on va cibler tel mot-clé. Très bien, super, merci Daniel. Alors les liens que tu cites, je les mettrai en note d'interview pour penser UberRush, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas suivi. Merci Daniel. Alors avant de passer à la structure et au code source, si tu as un dernier conseil sur le contenu, et puis sinon on passe à la structure et le code source. Si j'ai un seul conseil, différenciez-vous. C'est vraiment la clé. Les sites qui marchent le mieux, quel que soit le secteur d'activité, c'est ceux qui sont différents des autres. Comme je dis, ils ont une plus-value, ils traitent les sujets de manière, d'un autre point de vue en fait, et c'est vraiment là où il y a un succès souvent qui a la clé. Très bien, super. Merci Daniel.
WordPress maintenant. Comment techniquement on peut optimiser WordPress? Alors, WordPress, en fait, en soi, il est déjà optimisé pour le référencement. Il y a plein de fonctionnalités de base en fait qu'on utilise quotidiennement. La deuxième chose, c'est que WordPress, son principal défaut, c'est les utilisateurs. C'est-à-dire que dans tous les sites que j'ai pu auditer depuis que je fais ce métier-là, on va dire que 80 à 90% des problèmes viennent de l'utilisateur. Alors, c'est soit l'utilisateur qui crée des contenus, soit l'utilisateur qui crée le thème ou l'utilisateur qui va faire des mauvais réglages. Donc en fait, alors ce serait trop long parce que là, on pourrait en parler pendant des heures, mais grosso modo, vous avez plein de réglages de base de WordPress, des options auxquelles on se dit il n'y a pas vraiment de conséquences ou d'incidences. On va cliquer dessus et tout d'un coup en fait ça va provoquer des duplications de contenu, des bugs, ce genre de choses. Donc il y a plein d'articles là-dessus sur internet. À la rigueur, je vous dirais plutôt d'aller les chercher et de regarder un peu parce qu'il y a vraiment plein de réglages comme ça. Vous avez plein de plugins aussi qu'il est vraiment conseillé d'installer. Notamment, je vais vous citer, on va dire les principaux. WordPress SEO, c'est l'indispensable. Donc c'est le gros plugin de référencement actuel qui est vraiment celui qui est le plus complet par rapport aux autres. Et ensuite, vous allez greffer avec ça d'autres petits plugins mais très utile. Vous avez le plugin redirection, vous avez le plugin Broken Link Checker, vous avez le plugin 404 Notifier. Donc c'est des plugins qui, par exemple, il y en a un qui va vous alerter pour toutes les erreurs 404 de votre site. Il y en a un qui va vous détecter automatiquement tous les liens cassés de votre site. Redirection va vous permettre de rediriger proprement un contenu vers un autre. Donc c'est des petits plugins qui viennent compléter WordPress SEO et qui vous permettent vraiment d'avoir un site optimal. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelques erreurs que vraiment tous les blogueurs, tous les webmasters commettent? Est-ce que tu peux en citer 2-3? Alors, la principale, c'est l'utilisation des mots-clés de WordPress. C'est-à-dire que celle-ci, c'est un carnage en général. Grosso modo, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, quand vous écrivez un article sur WordPress, vous assignez une catégorie ou plusieurs catégories aux mots-clés, à l'article, pardon, excusez-moi. Et en fait, dites-vous déjà que le problème commence ici. Vous avez un article que vous assignez à une catégorie. Vous avez une page de catégorie qui contient votre article. Si vous assignez votre article à 2 catégories, vous allez avoir 2 pages de catégorie qui ont le même article. Donc, les 2 pages de catégorie se ressemblent. En général, sur les catégories, les gens ils vont mollo, c'est-à-dire qu'ils en mettent une ou deux, donc jusque-là, tout va bien. Et le problème des mots-clés, c'est que WordPress va créer des pages de mots-clés sur WordPress, et en fait, à chaque fois que vous mettez un mot-clé, vous créez la page du mot-clé correspondante. Et le problème, c'est que les gens se disent, je vais mettre des mots-clés, je vais mettre tous les mots-clés que je cible sur cet article. Donc, ils vont en mettre 10, ils vont en mettre 15, ils vont en mettre 20, voire plus. Et on va se retrouver donc avec, par exemple, 20 pages différentes de mots-clés sur le site qui contiennent exactement le même article. Et pire encore, souvent on ne se souvient pas des mots-clés qu'on a mis, donc cette fois-ci on va le mettre au pluriel, ou alors on va le mettre avec un espace ou avec un tiret. Donc c'est des pages différentes. Et donc on se retrouve avec des pages de mots-clés qui ne contiennent qu'un seul article. Et ça c'est même un problème d'ergonomie. Vous êtes un visiteur, vous allez sur un article, vous voyez un mot-clé, vous dites c'est sympa, je vais voir tous les articles de ce blog qui traitent de ce mot-clé. Je clique sur le mot-clé, j'arrive sur une page qui ne contient que l'article sur lequel j'étais. Donc je reclique et je reviens à l'article où j'étais. Donc en fait j'ai fait un peu n'importe quoi. Et là c'est pareil pour le moteur de recherche. Il voit une page de mots-clés qui contient qu'un seul article, il se dit que c'est pas très pertinent et pas très intéressant. Donc ça on va dire que c'est l'erreur principale des utilisateurs de WordPress. Alors comment on peut la réparer sans trop de compétences techniques? Alors sans trop de compétences techniques, vous installez le plugin qui s'appelle Redirection. Et en fait vous allez devoir supprimer un par un chaque mot-clé. Et à chaque fois que vous supprimez une page de mots-clés, vous redirigez son URL vers l'accueil. D'accord, super. Je sais qu'il y a quelques thèmes qui font ça aussi, mais bon, on va pas adapter le thème pour ça aussi. Moi, j'utilise T6. Je crois que T6, justement, il n'indexe pas les pages de mots-clés. Ouais. Alors, il les indexe pas, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que le lien du mot-clé est quand même présent dans la page de l'article. D'accord. Donc, on dilue de la popularité vers des pages qui n'en ont pas intérêt. Donc même si on n'indexe pas, c'est quand même un problème. Alors, juste pour éviter certaines confusions, quand Daniel parle de mots-clés, tu fais référence aux tags en anglais, ce qu'on appelle les tags, et non les mots-clés qu'on met dans le contenu de son article, et non les meta-keywords qu'on utilise plus. Oui, j'avoue que les trois, des fois, on se mélange un peu, ça s'appelle de la même façon. Pardon ? Ah, ça a coupé ? Oui, ça a coupé. Non, alors, je disais
je disais qu'on pouvait traduire les tags par les étiquettes. Je suis sûr que les Canadiens, les Québécois préféreraient. Oui, c'est sûr. Ok. Donc ouais, super. Peut-être une autre erreur que commettent les blogueurs, les webmasters avec WordPress. Dans les erreurs, dans les réglages principaux. Oui. Alors sur WordPress en général, dans les erreurs communes, il y en a une, c'est dans les options du menu discussion. Donc c'est un des menus génériques de WordPress. Vous avez une petite option qui s'appelle diviser les commentaires en sous-pages. Donc dès que vous avez, on va dire, un article qui marche bien, vous allez avoir donc ça commence à faire une page très longue et en tant que blogueur, on se dit on va faire des sous-pages de commentaires. Et en fait, la personne, quand on va arriver sur l'article, on va n'afficher que les 50 premiers commentaires, puis avoir un lien, voir les 50 commentaires suivants. Ça, c'est une erreur courante parce que le problème vient du thème. En fait, la plupart des thèmes n'anticipent pas cette option-là. Et en fait, à chaque fois que vous allez sur une sous-page de commentaires, vous dupliquez intégralement votre article. Donc si vous avez 3 sous-pages de commentaires, vous avez dupliqué 3 fois votre article intégralement. Si vous avez 6 pages de commentaires, vous l'avez dupliqué 6 fois. L'idée de se dire, c'est que la duplication de contenu en interne, elle va pas vous valoir une pénalité en référencement. C'est-à-dire qu'un moteur de recherche va jamais vous dire vous avez trop de fois le même contenu sur votre site, je vous pénalise. Mais c'est juste qu'il va vous trouver moins pertinent. Il va se dire je vais analyser une page, j'ai un contenu pertinent, j'analyse la page d'après, c'est le même, j'analyse la page d'après, c'est encore le même. Donc plus vous allez avoir ce type de contenu dupliqué, plus Google va dévaloriser votre site, dans le sens il va se dire c'est moins pertinent, je vais moins souvent aller dessus pour voir s'il y a du contenu nouveau et je vais lui donner moins de poids. Ok, super. Techniquement, comment on peut résoudre ça? Alors, je sais que tu en as parlé pendant l'atelier du WordCamp, mais c'était un petit peu complexe pour un non-technicien comme moi. Alors, il y a 2 solutions. La solution, on va dire brutale, si on veut, la plus simple, c'est de se débarrasser des sous-pages de commentaires. D'accord. Et donc là, c'est de faire la même chose que pour les mots-clés. On va faire une redirection avec le plugin redirection de toutes les sous-pages de commentaires vers la page de l'article. Et ensuite, on désactive l'option. Ok. Ça, c'est la solution la plus simple. Et l'autre solution, c'est d'aller dans le thème et de le dire dans le fichier qui s'appelle single.php, c'est-à-dire c'est le fichier qui gère l'affichage des articles, lui dire, avec un petit bout de code, lui dire si tu es une sous-page de commentaires, tu n'affiches que l'extrait de l'article. Et si tu es sur la vraie page de l'article, tu affiches le contenu complet. Très bien. Super, merci. Avant de passer au dernier point qui sont les liens, les backlinks, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sinon, on passe aux liens. Non, je dirais après sur tout ce qui est code source et structure d'un site WordPress, il faut juste aller sur le bon sens. C'est-à-dire que c'est exactement, ça rejoint vraiment le contenu, c'est de se dire que si par exemple on crée une catégorie, est-ce que la catégorie on la comprend bien? Est-ce qu'elle a un intérêt? Est-ce qu'elle regroupe une thématique qui est vraiment pertinente pour les internautes? Est-ce que quand quelqu'un arrive sur son site, est-ce qu'on comprend la structure du site? C'est-à-dire qu'en regardant le menu, est-ce qu'on arrive à comprendre comment on va... Et de base, c'est de se mettre à la place de n'importe qui, d'une personne externe, et de se dire est-ce que je comprends le site, est-ce que je comprends de quoi ça parle, et où est-ce que je vais, où est-ce que je clique pour ensuite répondre à mon besoin. C'est intéressant parce que justement, on voit que Google, par son algorithme, essaye d'être le plus humain possible. Ils ont même des gens qui vérifient des sites manuellement. Ouais. Donc, plus nous, on cherche à tendre vers quelque chose qui plaît au lecteur, et plus sur le moyen et long terme, on réussira, quoi. C'est exactement ça. Tout à fait. Super, merci Daniel. Alors sur les backlinks, les fameux backlinks, on dit que c'est quand même le critère le plus important dans le SEO. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si oui, est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, ça a coupé, le début de ta phrase a coupé, je suis désolé. Oui, non, c'est moi. Je disais que les liens entrants, les liens qui proviennent d'autres sites vers notre site sont le critère le plus important pour Google. Est-ce que tu es d'accord? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je suis blogueur. Alors, est-ce que je dois laisser des commentaires partout, m'inscrire sur des annuaires? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Alors, je suis d'accord, oui et non. C'est-à-dire que, effectivement, quand on fait des tests en tant que référenceur, on se rend compte que les liens ont un poids énorme. C'est-à-dire que des fois, l'ajout d'un lien depuis un site très populaire ou depuis une page très populaire peut des fois avoir un impact énorme. Donc on se rend compte que des fois, on crée un contenu, finalement, l'impact est faible, et on crée un bon lien, et là, tout de suite, l'impact est énorme. Donc, c'est vrai que de base, si on devait prendre tous les critères, on aurait tendance à dire que le linking est le plus important. Après, il est le plus important, mais il est aussi le plus secondaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer pour avoir un code source propre, c'est-à-dire que n'importe quel moteur de recherche puisse comprendre le contenu, ça c'est le plus important. Ensuite, qu'on crée du contenu pour l'internaute, c'est quand même la base, c'est-à-dire que être référencé,
et que finalement derrière on n'ait aucune prise de contact, aucune vente, ça n'aura aucun intérêt par rapport à notre activité. Mais les liens, donc les liens arrivent, on va dire de manière secondaire après coup, mais ils sont extrêmement importants. Donc en fait, les liens, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il faut continuellement en créer. L'idée, c'est pas d'avoir un volume de liens énorme. Il faut essayer toutes les semaines, tous les jours, de se dire, je vais créer quelques petits liens vers mon site, et de se poser la question, c'est est-ce que ces liens sont intéressants. Donc souvent, on va commencer par des annuaires. Souvent, on va aller taper dans les annuaires généralistes, ce qui en général est le moins pertinent. L'idée de se dire, c'est si jamais j'étais un internaute, sur quel autre site je pourrais aller qui serait assez proche de mathématiques pour ensuite que je clique sur le lien et que j'arrive chez moi. Donc là, par contre, on va se dire, imaginons que j'ai un blog sur la cuisine, je prends un exemple, je vais me dire, est-ce que j'ai d'autres sites de cuisine qui sont proches de ce que je fais, avec qui je pourrais échanger. Alors après, ça peut être sous la forme d'un échange de liens, ça peut être sous la forme d'un guest blogging, on peut rechercher des forums thématiques dans lesquels on va vraiment être actif. C'est-à-dire qu'on va créer son compte et pas juste créer un profil pour créer un lien, mais on va devenir actif sur ce forum et puis au fur et à mesure on va pouvoir créer des liens en même temps. Donc on fait d'une pierre deux coups. On va pouvoir chercher les annuaires thématiques, on va pouvoir chercher des sites spécialisés d'actualité sur notre domaine d'activité, etc., etc. Donc l'idée c'est de créer toujours des liens, mais de se poser la question de trouver des liens thématisés, c'est le mieux, et ensuite d'alterner la manière dont on les crée, c'est-à-dire que optimisé. Donc avec, alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais que l'encre exacte, par exemple, si vous parlez des pots de Nutella, vous allez avoir un lien qui va s'appeler pot de Nutella, donc une encre très optimisée, et des fois avoir des liens naturels, on va dire, juste l'URL, ou alors un lien cliquez ici, ou venez voir mon site, des choses comme ça. Donc l'idée, faut rester naturel, c'est-à-dire que si quand vous posez votre lien dans un texte, par exemple, vous vous rendez compte qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe, que ça fait pas du tout naturel dans la manière d'écrire et de lire votre contenu, c'est qu'il y a un problème. Ok, super. C'est vraiment important justement encore une fois, c'est cette idée que Google il aime qu'on soit naturel, parce que Google essaye de se mettre à la place du lecteur. Donc c'est beaucoup de conseils qui nous poussent à viser sur le long terme, mais sur le court terme. Quelquefois, on a quand même des besoins. On aimerait bien dans 3 mois pouvoir doubler son trafic. Alors, il y a les sites de communiqués de presse, les annuaires. Est-ce que par exemple le guest blogging, il y a Matt Cutts qui a parlé de ça. Est-ce que c'est encore pertinent? Alors, c'est très pertinent. En fait, Matt Cutts, dans son annonce, faut savoir lire entre les lignes. Ce qu'ils veulent, on va dire, bannir, c'est le guest blogging de référenceurs. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de mon blog cuisine, je vais créer un petit article de cuisine sur un autre blog cuisine, et dedans, je vais juste placer des liens vers moi. Ça, typiquement, effectivement, aucun intérêt. L'idée de se dire, c'est quand vous faites du guest blogging, faites comme si c'était votre propre site. Si vous faites un article, faites un article de fond. Et là, je vais vous prendre un exemple à titre personnel. Sur SOMX, n'importe qui peut me demander par mail de devenir guest blogueur. Moi, la condition que j'impose, c'est pas le nombre de liens, c'est pas la manière d'écrire ou les encres utilisées, c'est il faut vraiment un article de fond, un article pertinent. Et en plus, c'est vraiment donnant. C'est-à-dire que j'ai des gens qui gagnent des clients en allant sur mon site. C'est-à-dire qu'il y a des visiteurs qui vont sur mon site, qui voient un article d'une autre personne et qui contactent cette autre personne. Parce qu'ils ont fait un vrai article de fond, un vrai article intéressant et pertinent. Donc là, c'est vraiment ce cas de figure. Si vous allez sur mon site, là, par exemple, récemment, vous avez un article sur WPML. C'est un plugin WordPress qui sert à faire de la traduction. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est un très bon ami développeur et il a vraiment fait un très bon article. Très long, très complet, très technique. Et effectivement, ça marche très bien. Donc quand vous faites du guest blogging, c'est une très bonne idée, vous allez pouvoir gagner des liens vers vous, ce qui est quand même un peu aussi le but du guest blogging, mais l'idée de se dire, c'est pas créer un pauvre contenu juste pour créer du lien. Faites un vrai article de fond. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le besoin, parce que le lecteur qui trouve la réponse à son besoin, forcément il va être plus attiré par contacter cette personne. Ok, tout donc à fait. Google est dans la même approche. Alors c'est rassurant. C'est ça. C'est même un annuaire en soi, même un annuaire généraliste, c'est pas gênant, à condition que la fiche annuaire soit bien faite. Il faut apporter du vrai contenu. Déjà, du contenu unique, c'est logique, mais il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit adapté au site. Vous avez des annuaires, on va dire, très formels dans la manière de rédiger. Vous avez des annuaires un peu, on va dire, rigolos ou second degré. Donc, il faut adapter aussi votre manière d'écrire. Enfin, c'est vraiment ça. Vous pouvez faire du contenu partout pour mettre des liens, mais à condition que votre contenu soit adapté et pertinent.
Ok, super. Alors, j'aimerais faire un petit aparté. Je ne sais pas si tu as suivi un peu l'histoire dernièrement avec Buzzea. Donc, Oui. c'est voilà une plateforme. Alors, pour nos auditeurs, c'est une plateforme qui met en contact des annonceurs et des blogueurs. Et donc, on met des articles sponsorisés. Et ces articles sponsorisés, on met des liens en do follow. D'accord? Donc, alors que Google nous incite à mettre du no-follow quand c'est de la publicité. Donc, Oui. en gros, pour reprendre, le blogueur, il publie un article où il fait de la publicité pour un autre annonceur. Donc, Buzzea a fermé parce que Google a puni Buzzea pour justement cette pratique qui a tendance à influer dans le mauvais sens avec de l'argent, pour faire simple, le référencement des sites. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Alors, malheureusement pour Buzzea, j'ai envie de dire que c'est pas bien fait pour eux, mais ils le savaient. C'est-à-dire qu'ils savaient que tôt ou tard ça allait arriver. Malheureusement, Buzzea, ils ont commis plusieurs erreurs. La première, c'est d'effectivement d'avoir mis du do-follow. C'est-à-dire que, en fait, quand eux, ils vendent leurs prestations à leurs clients, ils vendent pas de la visibilité, en fait. Ils vendent surtout du référencement naturel. La plupart des blogs je généralise peut-être un peu trop, mais beaucoup de blogs qui utilisaient Buzzea n'avaient pas forcément une audience énorme. En soi, les annonceurs avaient des fois des petits blogs qui pouvaient un peu marcher, mais pas avec énormément de visibilité. Finalement, en soi, en termes de clientèle par rapport au coût de l'article, c'était assez minime pour les annonceurs. Donc en fait, eux, ce qu'ils cherchaient surtout, c'est de pouvoir diffuser un maximum d'articles sur un maximum de sites pour gagner un maximum de liens. Donc déjà, Buzzea, son modèle économique, allait à l'encontre de Google et savait pertinemment que tôt ou tard Google lui tomberait dessus. Et ensuite, la deuxième erreur de Buzzea, c'est qu'en plus il l'a fait en s'affichant clairement comme un réseau. C'est-à-dire que tous les articles Buzzea reprenaient, alors je ne sais plus l'intitulé de la phrase, mais en gros c'est un article sponsorisé de Buzzea avec un lien vers le site Buzzea. Donc en fait ça c'est ce qu'on appelle un footprint. Il suffisait juste de les équipes de Google, ils tapaient cette phrase dans leur moteur de recherche et ça ressortait la liste de tous les articles sponsorisés de tous les blogs qui avaient fait appel à Buzzea. Donc en fait, c'était en plus vraiment faciliter le travail des équipes de Google pour démanteler le réseau en entier. Donc voilà. Donc après, effectivement, Buzzea pour moi a été très dangereux, pour les blogueurs et les blogueuses qui ont fait ça, parce qu'en plus ces blogs ont aussi été pénalisés en partie. Et en fait, pour moi, c'est Buzzea qui a un peu menti à ses clients, aux éditeurs, puisque des éditeurs se sont retrouvés pénalisés à cause de la pénalité appliquée à Buzzea. Alors, pour être totalement transparent, surtout que moi, j'utilisais Buzzea. Et non seulement j'utilisais, je le préconisais, je le recommandais à mes lecteurs. Pourquoi? Parce que, les blogueurs, je pense qu'ils méritent de gagner un peu d'argent, surtout quand on commence. Et puis, en soi, il y a une chose aussi, c'est que Google, il s'est imposé comme étant le roi du web, mais il y a je suis rien désolé, d'illégal. ça a recoupé. Oui, pardon. Je disais qu'il faut quand même garder en tête qu'il n'y a rien d'illégal dans ce qu'on fait. Simplement, c'est Google qui a imposé cette règle-là et comme c'est un monopole, on est bien obligé de s'y faire. En fait, pour reprendre ça, effectivement, il n'y a rien d'illégal. Et puis, le fait de conseiller aux blogueurs et blogueuses d'avoir des articles sponsorisés pour gagner un peu d'argent avec leur site, pour moi, c'est un très bon conseil. C'est juste que Google, en fait, c'est un aveu de faiblesse de leur part. C'est-à-dire que, on le disait, théoriquement, dans une stratégie de référencement, le linking est secondaire, parce qu'il faut d'abord faire du contenu et du code source. Mais on disait aussi que le linking avait énormément de poids. Et en fait, c'est que Google se base beaucoup sur les liens pour essayer d'estimer la popularité d'une page et la pertinence d'une page. Et le problème, c'est qu'à cause de cette force donnée aux liens, il est incapable de contrecarrer certaines pratiques. Et ce qui fait que la pratique de l'article sponsorisé qui contient des liens, ça fausse complètement son algorithme. Donc en fait, on triche, entre guillemets, relativement facilement. Donc Google, en fait, le seul moyen qu'il a pour l'instant de contrecarrer dans son algorithme, c'est pas de le changer parce qu'il n'a pas envie ou alors parce que les liens restent quand même une source pertinente pour analyser la popularité d'une page. Et c'est de se dire on fait peur aux blogueurs et on va le pénaliser. Vous avez par exemple un article qui est très bon là-dessus de Laurent Bourrelli, alors qu'il a publié il y a peu de temps sur comment il avait formulé, c'était la psychose instaurée par Google. Google fait peur, mais en fait si vous regardez Matt Cutts qui vous dit ne faites pas ça, c'est qu'en général c'est des techniques qui marchent mais que Google n'arrive pas à contrecarrer. Donc il leur dit ne le faites pas. Donc après il y a les pénalités manuelles ou automatiques, mais effectivement ça reste des techniques qui marchent. D'accord. Alors
concrètement, pour un petit blogueur, est-ce que de temps en temps mettre des articles sponsorisés avec des liens do-follow, parce que c'est exactement ce que tu disais, hein. Moi, Buzzea, j'ai plusieurs sites où il y avait presque pas de trafic et ça les importait peu. Est-ce que on peut quand même avoir de temps en temps des articles sponsorisés avec des liens do-follow? Pour moi, oui. En fait, la question c'est du risque. C'est-à-dire que comme c'est la entre guillemets la loi de Google, la question c'est est-ce que réellement Google va venir pénaliser un site entier pour un article sponsorisé? Je suis pas sûr. Après, en plus, ça dépend comment c'est amené. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire c'est un article sponsorisé, mais je donne quand même un avis critique. C'est-à-dire que c'est juste là où la difficulté de l'article sponsorisé, c'est de se dire c'est pas gênant en fait qu'on vous offre des choses en tant que blogueur ou blogueuse. Au contraire, tant mieux. Ça veut dire que c'est qu'il y a une société prête à vous offrir des choses. Ça veut dire que déjà vous avez un peu de notoriété. La question c'est de l'annoncer clairement à vos lecteurs et de pas les tromper. C'est-à-dire qu'on vous offre un truc et d'un coup vous avez plus que des compliments et sans une seule critique, c'est louche. C'est-à-dire que là, même votre audience va se dire c'est quand même bizarre, ça fait un petit peu la personne, on lui offre des choses et tout d'un coup on est dans le monde des bisounours, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc c'est ça. Après, faire un article avec des liens do follow comme ça, le risque est faible. Après, si vous faites beaucoup d'articles sponsorisés, là faites attention. Et quand je reprends l'exemple de Buzzea, bah là ils avaient un footprint, quand je vous dis cette petite phrase, qui faisait qu'automatiquement ils détectaient tout. Donc ça a été très simple pour Google de pénaliser des centaines de blogs et des centaines d'articles. D'accord. Alors, tu disais justement tout à l'heure, ça va faire une transition, tu disais que la faiblesse de Google, c'est justement d'accorder tant d'importance aux liens. Oui. Et justement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+, qui est dans la démarche de justement, on va essayer de donner plus de place à la communauté, aux votes sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie qu'on devrait mener sur les réseaux sociaux, parce que ça a un véritable impact sur notre référencement, même si ce sont des liens no-follow. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, déjà par rapport à l'impact sur la référencement naturel, c'est extrêmement controversé. C'est-à-dire qu'il y a des référenceurs qui ont fait des tests qui disent effectivement ça a un impact fort, et le test juste après qui dit que ça n'a aucun impact. Donc là-dessus, moi je suis mitigé. C'est-à-dire que je pense pas qu'en soi des liens depuis des réseaux sociaux vont avoir un impact direct en référencement naturel. Par contre, ça va vous apporter de la crédibilité. Et même au-delà de la crédibilité, ça vous apporte de l'audience. C'est-à-dire que ça va faire que ça va se repartager sur les réseaux. Et avec ce partage, éventuellement, vous allez réapparaître dans d'autres blogs, dans d'autres sites qui vont reprendre votre article, etc. Donc ça va se rediffuser. La stratégie réseaux sociaux, l'idée de se dire, c'est de pas forcément être présent sur tous les réseaux, mais d'être présent sur les réseaux qui sont pertinents. Et surtout, si vous êtes présent sur un réseau social, vous êtes actif, forcément. C'est-à-dire que créer un compte Twitter, créer un compte Google+, créer un compte Facebook, LinkedIn et Viadeo, si c'est pour y aller une fois par mois, mettre une annonce, ça ne sert à rien. Mais alors vraiment à rien. L'idée de se dire, c'est quel est le réseau social dans mon activité, quel est le réseau social le plus utilisé. Donc par exemple, ça peut être dans le cas, moi par exemple du web, ça va être Twitter en tête. Dans certains cas, ça va être Facebook. Dans quelques cas, Google+. Bon là, ça reste un peu plus délicat. Dans d'autres cas, ça va être Viadeo ou LinkedIn. Dans d'autres, ça va être Pinterest, Instagram, Hellocoton. Vous avez plein de réseaux comme ça. L'idée de se dire, c'est si vous êtes sur un réseau social, vous êtes actif dessus. Vous engagez la conversation avec vos internautes, posez-leur des questions, demandez-leur leur avis, interagissez avec eux et surtout adaptez-vous à leur manière d'être. C'est-à-dire que être présent sur Facebook, être présent sur Twitter en même temps, vous ne tweetez pas, vos messages sont différents, ils vont s'adapter à votre cible. Donc l'idée, c'est que vous choisissez les réseaux sociaux pertinents, vous adaptez votre message sur chaque réseau et vous êtes actif. Et en général, ça porte ses fruits. Je vous disais que le réseau servait beaucoup, surtout au démarrage, quand on a un réseau soit professionnel, soit personnel, ça aide à booster un peu vos publications. Les réseaux sociaux, c'est ça en fait. C'est que tout de suite, dès que vous êtes retweeté par quelqu'un, par exemple sur Twitter, par quelqu'un de connu, bah, tout de suite, votre article va prendre de l'importance. Et éventuellement, d'autres sites vont faire maintenant après des liens vers vous. Donc l'idée c'est ça, c'est de travailler votre réseau social, on va dire, et de le faire grandir au fur et à mesure. Alors ça se fait pas en un jour, c'est sûr, mais en le faisant petit à petit, vous allez voir que ça va grossir et vous allez avoir après un véritable trafic, une véritable notoriété grâce à ça. Alors sur ce que tu disais par rapport à la notoriété, à la crédibilité, c'est intéressant parce que on parle de trafic. Donc le trafic c'est important pour gagner en autorité. Mais comment Google, parce que ça reste quand même une machine derrière, comment ils traquent ça? Est-ce que ils utilisent vraiment nos données sur Google Analytics? Parce que tout le monde a Google Analytics. Est-ce qu'ils regardent le taux de rebond, le nombre de pages vues, la croissance? Alors là, pour l'instant, personne ne peut le dire.
avec certitude, ça, à mon avis, donc là c'est vraiment un point de vue personnel, je ne pense pas qu'ils l'utilisent. Pour la simple et bonne raison que même si Google Analytics ne peut pas analyser tous les sites. Si son algorithme il doit être crédible, il prend des critères qu'il peut appliquer à l'ensemble des sites d'un coup. Si tout d'un coup sur la moitié des sites il peut analyser les stats et sur l'autre moitié non, et ben il risquerait de soit donner plus d'importance à certains sites ou leur donner moins pour rien. Par contre il y a des choses qu'il peut traquer. Je prends un exemple. L'internaute fait une recherche dans Google, clique sur le premier lien, votre site, et tout d'un coup la personne refait la même recherche dans les 15 ou 20 secondes d'après. Ça veut dire que le lien qu'il a ouvert n'était pas pertinent. Okay. Ça, il peut le traquer parce qu'il est sur Google. Il a vu que la même adresse IP a fait 2 fois la même recherche en 15 secondes et pourtant, entre-temps, il avait cliqué sur un lien. Donc, il aurait là, par exemple, il pourrait se dire ce lien est moins pertinent. Okay. Donc là, par contre, ce type de critère, il pourrait l'utiliser. Mais là, c'est pareil. Il n'y a encore aucune certitude que ce soit le cas. D'accord, très bien. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur les liens, les backlinks Voilà, moi j'ai plein de questions en tête, mais bon, si je te les pose toutes, on va en rester là pendant 2 heures. Donc, si tu as autre chose d'important, sinon... Non, c'est le même conseil que les contenus. Si vous faites des liens, faites-le naturellement. Okay. Ça, vous pouvez le faire optimiser, pas optimiser, mais il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit constant, il faut que ce soit adapté à votre cible. Ok. Proposer des articles dossiers à SEOmix.fr. C'est ça, exactement. Alors, ce que je te disais, c'est que au WordCamp, tu avais fait une dédicace à Nicolas Richer. Tu te souviens ou pas de cette dédicace ? Qu'est-ce que tu avais mis dedans ? Alors, je crois qu'il m'avait demandé, alors de tête, c'était ces 3 conseils, mes 3 conseils en référencement pour 2014. Et alors de tête, je crois que je l'avais mis répondre à un besoin. Oui. Répondre à un besoin, rester naturel. Et alors le 3e, je sais plus ce que j'avais mis. Et ben justement, c'est le premier et c'est ça. Je pense que ça va. Avec ça, on va faire le tour du thème durant cette interview. Tu as mis créer une communauté. Oui. Et moi, en tant que blogueur, ça m'a surpris. Alors d'un côté, t'as un livre édité aux éditions Erol, très technique, très complet sur WordPress. Et dans ta dédicace, l'un de tes conseils, c'est créer une communauté. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Alors. Oui, en fait, donc effectivement, c'est un livre qui est technique. Et en fait, c'est que ce que je disais, c'est que la code source, c'est la base. Il faut que Google comprenne votre site. C'est la base pour n'importe quel site internet en référencement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si votre site est vraiment le rendre pertinent et avoir une activité aussi, pouvoir en vivre, en fait, tout simplement, le fait de créer une communauté, ça change tout. Je vais prendre l'exemple personnel SEOmix. Quand j'ai créé le blog en 2010, c'était un tout petit blog avec quelques pecnos, on va dire, qui le suivaient, pour être un peu, pour résumer. Et en fait, j'ai créé des articles de fond et j'ai commencé à travailler ma visibilité par rapport à ma cible. Et en fait, au fur et à mesure, mon compte Twitter s'agrandit et quand je commence à publier des articles, c'était retweeté par des personnes qui étaient reconnues dans la communauté. Et tout de suite, ça a tout changé. C'est-à-dire que non seulement ça a augmenté drastiquement mon trafic, c'est-à-dire qu'un tweet peut m'apporter entre 500 et 3000 visites maintenant, et surtout après, c'est que ça me permettait de relayer. On m'a proposé, c'est comme ça qu'on m'a proposé pour la première fois d'être conférencier au SEO Campus de Nantes. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Olivier Andrieux, enfin rencontrer même pas, je l'ai juste échangé avec lui par mail, et que maintenant je suis rédacteur pour sa newsletter professionnelle dédiée au référencement. C'est vraiment le réseau, c'est extrêmement important, la communauté est extrêmement importante. Là, la communauté, c'est là en 2014, je vous reprends l'exemple de SEOmix, une bonne partie de mes clients, c'est le réseau. C'est un autre référenceur, un autre développeur, un autre responsable marketing qui a un besoin et qui, par son réseau ou par sa connaissance de certains blogs, etc., se dit je vais le contacter lui parce qu'il me semble pertinent ou parce que je le connais ou parce que j'aime bien ses articles, etc. Donc la communauté, même si en fait en soi, en référencement, c'est secondaire, ça va avoir énormément de poids et d'importance. Ok, super. Voilà. Encore une fois, en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment penser à ces choses-là et c'est pas forcément un réflexe qu'on a au début. Donc merci vraiment Daniel pour ce conseil et justement pour nous faire sortir un peu de quelquefois nos tâches, nos activités et de prendre un peu de recul et de penser comme un entrepreneur. Alors,
J'aimerais pour terminer cette interview, te demander un dernier conseil justement pour l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu lui dirais à l'entrepreneur pour développer son business? Pour développer son business, il y aurait plusieurs conseils en fait qui se valent. Il y en a un qu'on a déjà dit, c'est le réseau. C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, travaillez votre réseau. Et votre réseau, c'est à tous les niveaux. C'est vos proches, vos amis, votre famille. Ça va être vos anciens camarades de classe avec qui vous étiez. Gardez le contact parce que ça vous servira toujours plus tard. Et au niveau professionnel, gardez le contact. Gardez le contact avec vos anciens employeurs, vos anciens collaborateurs. Vraiment, essayez de créer une toile autour de vous, on va dire. Alors, soyez pas faux cul non plus, faites-le naturellement, mais votre réseau est extrêmement important. Si je reprends mon exemple personnel, je vous ai dit que j'avais fait des études LEA, donc rien à voir. Et en fait, ce qui m'a amené dans le web, c'est juste que j'ai discuté avec mon prof de marketing en un intercours en classe et qui m'a dit qu'un de ses amis cherchait un stagiaire. Et c'est juste comme ça en fait que ça s'est fait. Et il s'avérait que son ami est devenu mon patron, que ce prof de marketing est devenu un de mes clients, etc. Donc dites-vous bien que votre réseau, gardez-le, créez-le et surtout développez-le. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc ça c'est vraiment le premier conseil. Et le deuxième et troisième conseil que je donnerais, c'est tester ce que vous faites. Testez-le auprès de vos proches, testez-le auprès de vos clients, demandez des retours, acceptez la critique. Extrêmement important, c'est-à-dire que vous allez faire un blog, surtout les premières fois quand on va vous critiquer, ça fait mal, on le prend très vite, très personnellement, et plus ça va, plus on le prend avec du... Et c'est en fait, c'est-à-dire que vous allez faire des erreurs, on en fait tous, on va tous en faire encore, et c'est qu'à chaque erreur, vous allez vous améliorer et vous allez faire mieux après. Super, super Daniel, merci vraiment, c'était riche et dense et très sympa de passer cette demi-heure avec toi. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore, optimiser son référencement WordPress aux éditions Erol, très accessible pour le non-technicien comme moi, c'est vraiment super. C'est pour ceux qui sont un peu plus avancés, ils aimeront les derniers chapitres. Moi, personnellement, je vais plutôt profiter de la première partie du livre. Procurez-le vous si vous utilisez WordPress de près ou de loin. Je vous le recommande. Merci Daniel. Si quelqu'un veut en connaître un peu plus sur toi, se former, où est-ce que tu les enverrais ? Alors, pour connaître un peu plus, mon blog, tout simplement, SEOMix. Donc SEOMix.fr et sinon vous allez me retrouver sur Twitter, donc j'ai un compte Daniel Rock sur Facebook, j'ai un compte Rock Daniel sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur les différents sociaux et échanger avec moi, ça y a pas de souci. Et après pour vous former, comme je vous dis, si un jour vous vous formez à WordPress ou au référencement web marketing, le mieux c'est de créer un site et dans lequel vous allez faire des tests. Vous allez vérifier, tester, voir si ça marche ou si ça marche pas. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit sur internet. C'est-à-dire que vous allez à un article de référencement qui vous dit vous faites comme ça, testez, vérifiez si c'est le cas ou si c'est pas le cas, et comme ça après vous allez vous former, vous allez vous améliorer. Ok, super, merci Daniel, et je te souhaite une bonne journée. On a commencé la journée très tôt, et puis on se reverra certainement, j'espère avant le WordCamp 2015. Pas de souci, bonne journée à tous, et puis merci de m'avoir accueilli ici. Ciao. Ciao.